Bienvenue à Tournu, à l'occasion du Congrès national 2019 de la Fédération Patrimoine Environnement. Lors de la première journée, nous avons accueilli plus de 120 congressistes. Vous trouverez ici un résumé de nos découvertes patrimoniales. Au soir de ce 12 avril, nous avons visité l'abbatiale de Tournu avec l'archéologue Benjamin Saint-Jean-Vitu qui a fouillé à cet endroit et nous a donc fait bénéficier d'un savoir unique, celui découlant du résultat de ses recherches. Deux facteurs essentiels ont déterminé l'implantation de la ville de Tournu. La Saône d'abord et, par ailleurs, la position militaire que les Romains ne furent pas les derniers à utiliser. Et c'est ici que Valérien, disciple de saint Pothin, subit le martyre au cours du IIe siècle. En 875, le roi Charles le Chauve tenait aux moines de Saint-Philibert de Grandlieu, que les incessantes incursions normandes avaient chassé de leur abbaye d'origine, le monastère de Saint-Valérien. Ils apportaient avec eux leur plus précieux trésor, le corps vénéré de leur saint fondateur, Philibert. De prime abord, l'abbatiale a une allure de forteresse, timbrée d'un double plaquage superposé d'arcatures lombardes. Cette façade cache une avant-nef particulièrement intéressante. Et maintenant, entrons. L'intérieur renforce cette impression de puissance associée dans la science des forces internes de la maçonnerie à une maîtrise technique stupéfiante. Il ne fait aucun doute que cet ouvrage, quelles qu'eussent été les vicissitudes et les aléas historiques de son édification, a été conçu d'un seul jet, selon une pensée unique, en vue d'un effet synthétique et d'un usage cultuel. La nef nous donne une impression tout à fait stupéfiante. L'élimination de tout niveau intermédiaire vaut à ces fûts magnifiques un incomparable élan et une originalité sans équivalent dans l'architecture médiévale. Des demi-colonnes de même type sont appliquées aux parois des bas-côtés. Elles reçoivent de hautes voûtes d'arêtes, séparées par des arcs doubleaux simples.
Nous trouvons à l'étage inférieur une superbe crypte que je vous laisse découvrir. Il s'agit de l'une des 3 grandes belles cryptes de Bourgogne, avec celle de Saint-Bénigne et celle de Saint-Germain d'Auxerre. Nous terminons cette très rapide visite par une vue sur le cloître. Le lendemain matin, nous poursuivons notre congrès par la découverte du château de Drée. Ce château a été édifié à partir de 1650 par François de Bonne de Créqui, gouverneur du Dauphiné, à l'emplacement de la maison forte de la Bazole. Il fut ensuite vendu à Étienne comte de Drée en 1748, qui initia la décoration intérieure à la manière de Versailles. En 1995, le propriétaire actuel, Guylain Prouveau, racheta la demeure et entreprit de grandes restaurations pour conserver ce patrimoine exceptionnel. Drée ayant été vidé de son mobilier, les pièces furent réaménagées dans le goût du XVIIIe siècle. Les restaurations furent complétées par la création d'un parc à la française de 10 hectares par le paysagiste Moncorgé, redonnant à cette demeure princière son lustre d'antan. Nous arrivons à Anzy-le-Duc. L'église Notre-Dame de l'Assomption est classiquement orientée vers l'est, vers Jérusalem. La construction est en moyen appareil de calcaire blond, irrégulier et jointoyé. La différence des maçonneries du chevet et du transept par rapport à celle de la nef rappelle que l'église d'Anzy-le-Duc a été réalisée en 2 campagnes, entre le milieu et la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle. L'église Notre-Dame de l'Assomption est l'une des plus belles églises romanes du Brionnais et l'une des plus intéressantes de la Bourgogne romane par la qualité de son décor sculpté et par ses proportions harmonieuses. L'édifice, avec son élévation à 2 étages, se rattache à l'ancienne tradition architecturale de Bourgogne. C'est l'antithèse des principes architecturaux illustrés à Cluny 3. La façade occidentale est percée d'un remarquable portail dont le linteau, le tympan et l'archivolte à double voussure présentent une décoration sculptée très riche. Le tympan visible sur l'édifice figure le Christ en gloire dans une mandorle. Il est assis sur son trône. La mandorle, qui est un symbole de renaissance, est soutenue par 2 anges aux ailes déployées et dont les pieds sont ancrés au sol. Cette iconographie symbolise le retour du Christ sur terre à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. La nef initiale était une simple nef sous charpente. L'élévation de la nef en 2 niveaux et 5 travées sous arête est une des premières de ce type en Bourgogne. Remarquable par son élévation, ce modèle sera repris à l'abbatiale de Vézelay. Rien que ça. Les chapiteaux de la nef principale datent du XIe siècle. Ils comptent parmi les exemples les plus anciens de cette forme d'art typiquement romane. Ils sont sculptés pour la plupart de motifs végétaux ou animaux et sont d'une grande valeur esthétique. Le chœur est composé d'une travée avec des bas-côtés qui se terminent par des absidioles. Il est voûté en cul-de-four avec fresque.
Nos pas nous mènent maintenant à Cluny. Il est impossible de parler de Cluny en quelques minutes. Aussi, je vous propose deux choses. Premièrement, de regarder ces vues, et deuxièmement, et surtout, d'y revenir. C'est la seule solution pour bien connaître et comprendre au mieux cet incroyable édifice et cette immense spiritualité qu'était Cluny. Voici le clocher de l'eau bénite. Nous venons de parcourir le transept sud, ou en tout cas ce qu'il en reste. Mais quel serait notre sentiment si nous pouvions mettre nos pas sur et dans la nef de Cluny 3? C'est ce que je vous propose maintenant. Voici le tympan que nous avons vu dans une salle du musée.
Le film de réalité augmentée reconstituant la Maior Ecclesia est visible sur place à Cluny. Le congrès se termine par Brancion pour certains et par un adieu pour les autres. À très bientôt, au prochain congrès, et venez nombreux.